Les Illuminati, une société secrète qui est connue partout dans le monde et qui est le nom aujourd'hui d'une super théorie du complot. Et un livre passionnant vient de paraître. Il raconte l'histoire des Illuminati, de la société secrète aux théories du complot. Et son auteur, l'historien Pierre-Yves Beaurepaire, est notre invité. Et bienvenue, merci infiniment d'être avec nous. C'est un sujet, en tout cas un mot que tout le monde connaît, les Illuminati. Partout sur la planète, on les imagine toujours en train d'essayer de dominer le monde clandestinement. Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, c'est chez Talandier et c'est absolument passionnant parce que c'est un travail d'historien. C'est un travail d'historien qui raconte l'histoire d'une société secrète qui a bel et bien existé, qu'il faut distinguer des mythes et de tous les fantasmes qui l'accompagnent. Aidez-nous d'abord à reprendre le fil de cette histoire. Les Illuminati, c'est une société secrète qui naît, alors comme les États-Unis, en 1776. En Bavière. Exactement, elle naît en 1776 en Bavière et d'ailleurs quand on passe de l'histoire au mythe, eh bien justement on va reprendre jusque dans le billet américain $1, 1776 en disant... On va en parler évidemment. 1776, donc, c'est la fondation de la Société des Illuminati. Elle est fondée par un homme qui se fait appeler Spartacus. C'est un pseudonyme. Son vrai nom, et je ne suis pas du tout germanophone, mais peut-être que vous pouvez m'aider, vous qui parlez toutes les langues. Adam Weishaupt. Oui, Weishaupt. Oui, qui était cet homme et pourquoi a-t-il eu le besoin ou l'envie de créer une société secrète ? Alors, il est professeur d'université de droit canon à Ingolstadt, c'est une petite ville de Bavière. C'est la citadelle des Jésuites depuis le XVIIe siècle, et ça, c'est très important parce que lui, il nourrit une psychose contre les Jésuites, qui contrôlent l'éducation, etc., alors qu'ils viennent d'être supprimés par le pape. Ouais. Et donc, son idée, c'est de former une société secrète qui permettrait de former les étudiants, les futures élites allemandes et européennes au profit des Lumières. Parce qu'il imagine le monde comme un vaste combat entre les Lumières et les anti-Lumières. D'où le nom d'Illuminati, et c'est une histoire donc qui commence en Bavière, qui se répand très rapidement ensuite ailleurs en Europe. Et devenir Illuminati, c'est assez frappant parce qu'on le découvre dans votre livre. C'est une histoire qui engage toute l'intégrité d'une personne. C'est un serment. C'est un serment, ça commence par un serment. Alors j'en lis qu'un tout petit bout. Je sous-signais Monsieur X, m'engage sur mon honneur et ma réputation d'honnête homme et en m'interdisant toute restriction mentale à ne jamais faire connaître, voilà, parce qu'il y a la notion du secret. Vous voyez à l'écran la suite de ce serment. Il y a presque quelque chose de très paradoxal dans tout ça parce qu'on a affaire à une société secrète et pourtant vous avez énormément de documentation sur cette organisation. On sait comment ça s'est fait, on connaît quasiment tout de l'histoire. Tout à fait, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que c'est une société secrète, mais qui a fourni elle-même énormément de documents, une correspondance qu'on édite depuis un certain nombre d'années, mais aussi tous ces rituels. Toutes les hésitations du fondateur, Spartacus, comme vous disiez, qui, à un moment donné, il dit l'ordre des abeilles. C'est pas très sexy, hein, comme nom Illuminaten, puisqu'en allemand on dit Illuminaten. Illuminati, ça va s'imposer après. Ça frappe quand même plus les esprits. Illuminati, traduction rapidement, vous citiez les Lumières, et c'est vrai qu'on est en plein XVIIIe siècle. Les Lumières se répandent en Europe. Et Illuminati, ça désigne quoi ? Mais ceux qui ont été illuminés. Éclairés ou illuminés ? Ah, c'est toute la question. Parce que les Lumières, par exemple en italien, c'est Illuminismo. Donc c'est les deux. Mais eux se présentent toujours comme les Illuminaten. Et puis un jour, un de leurs... opposants, un Britannique, Robinson, va dire c'est les Illuminati. Et il va lancer un livre qui s'appelle Proofs of a Conspiracy, preuve d'une conspiration. On va même en discuter aux communes. Et là, c'est le jackpot pour les anti. Et on va en parler d'ailleurs parce que c'est un ordre, les Illuminati, qui est organisé en plusieurs classes. Alors il y a 3 différentes classes et il y a la plus secrète. Et la plus secrète, elle compte aussi des artistes qui sont parmi les plus grands créateurs de l'histoire européenne. Goethe, Mozart,
Mozart était Illuminati? Disons qu'il est très proche. Son meilleur ami, Born, est celui qui est la grande figure des Lumières autrichiennes. On n'a pas le droit de parler de politique française. Est très proche. Et vraiment dans son environnement immédiat. Mozart, je ne pense pas. Mais en tout cas, il est au plus près de la loge des Illuminatons à Vienne. Pourquoi est-ce qu'ils sont accusés très rapidement d'être un danger, de vouloir menacer la monarchie, les monarchies en Europe? Alors, parce qu'au départ, en réalité, donc c'est vraiment une société utopique avec la dimension de... Ils sont fascinés par les initiations antiques, le mythe d'Éleusis, etc. Donc là, ils ne gênent pas grand monde. Mais quand ils commencent à se rendre compte que la franc-maçonnerie, il y a des milliers de loges au XVIIIe siècle, des dizaines de milliers de membres, dont Mozart, etc. Là, ils se rendent compte que ça peut être un vivier pour eux, recruter beaucoup de monde, toujours dans le combat des Lumières, hein, et gagner du temps, pas recruter des gens qui ont 20 ans, mais des gens qui ont plutôt 30, 35 ans ou 40 ans, et qui vont leur permettre du coup d'aller plus vite dans ce combat, parmi les francs-maçons, sans leur dire, hein, y compris en créant de fausses loges maçonniques, pour faire entrer des francs-maçons, et en réalité qui seront sous le contrôle des Illuminati. Et ça se fait très vite, très fort, et en quelques mois, ils gagnent des centaines de membres. Et là, les autorités commencent à avoir peur. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une société secrète qui a un début. La naissance, donc 1776, elle a eu une fin. Et au moment où leur histoire se termine, au moment où la société secrète qui a bel et bien existé disparaît, c'est là que le mythe commence. C'est là que la légende, que les théories du complot commencent. Et du coup, on se demande, par exemple, parce que Jean-Michel est un Illuminati. Ah, non. Je ne peux pas répondre. Il ne dira pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que question. dans sa poche, il a un billet d'1 $? Je ne réponds pas à cette question. Américain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, du coup, tout est prétexte pour voir l'existence ou le symbole du passage d'un Illuminati qui sèmerait des indices un peu partout comme des petits cailloux. Oui. Et donc, je parlais du billet d'1 $ parce qu'en effet, le billet de 1 $, eh bien, il a été interprété comme des marques. D'ailleurs, c'est plutôt dans votre poche. Non, mais ça je ne cache pas que j'en ai dans mon portefeuille systématiquement, mais je ne fais pas partie des Illuminati. Alors, vous voyez ce qu'il y a sur ce billet de 1 $. Vous avez en gros la pyramide inachevée. Vous avez l'œil de la Providence, qui est le symbole de l'œil qui surveille et contrôle le monde, qui est d'ailleurs à l'origine un emblème chrétien qui était au fronton des églises et puis ensuite des francs-maçons. Et alors, ça a été interprété comme des codes cachés. Vous vous dites, ce sont des codes cachés qui n'en sont pas, qui sont en fait le fruit de l'imagination débordante de complotistes aujourd'hui qui aimeraient trouver une image forte pour interpréter les Illuminati. Tout à fait, parce qu'en fait, le paradoxe, c'est un autre paradoxe des Illuminati, c'est qu'ils ont très peu de symboles. Les maçons regorgent de symboles au XVIIIe siècle, eux n'en ont pas. Ils ont une chouette. Elle est vraiment toute mignonne, une petite chouette de Minerve, d'où le premier grade. Après le noviciat, c'est le Minerval, etc. Mais ils n'ont pas de symbole. Alors de ce fait-là, leurs opposants vont leur en créer. Alors le plus simple, c'est qu'ils vont aller prendre les symboles des francs-maçons, vont dire c'est eux, mais ensuite on va leur imaginer toutes sortes de symboles, jusqu'à aujourd'hui compris, que vous pouvez même acheter sur Amazon, sur un mug, des t-shirts, etc. Mais ça rejoint d'ailleurs la conversation qu'on avait tout à l'heure à propos de ce qui se passe aux États-Unis, de ces théories conspi qui ne sont plus à la marge, qui maintenant s'expriment totalement ouvertement dans les médias de masse américains. Quand vous voyez justement ces théories du complot autour des Illuminati, qu'est-ce que ça vous inspire ? En effet, je pense tout de suite aux réseaux sociaux, tout simplement, puisqu'on a vu une forme de déflagration des théories de complot grâce à, ou en raison de, plutôt, des réseaux, tout simplement. Je pense aussi à une théorie de complot qui impliquait Hillary Clinton, ça s'appelle Pizzagate. Oui. Vous avez le souvenir, qui a mené à de la violence. Donc, en effet, je pense à ce climat médiatique et ce monde post-vérité, ça m'inspire plutôt ça. Et Justin Weiss, vous qui êtes historien, qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce que justement, on va le voir, en fait, dans l'histoire américaine que vous connaissez très bien, c'est quelque chose, l'influence des Illuminati qui est apparue très tôt au moment de la naissance de la démocratie américaine. C'est le grand pays de la théorie du complot, parce que le gouvernement fédéral, lointain, est accusé de tous les maux. Et depuis très longtemps, bien avant... Dès l'une des premières élections présidentielles américaines, on pense qu'il y a une influence des Illuminati avec la candidature de Jefferson. C'est ça, c'est absolument hallucinant, parce que comme Jefferson, nous, on pense à des pères fondateurs donc de l'indépendance américaine, mais il a été ambassadeur en France, très proche des révolutionnaires, longtemps. Il avait pris le relais de Benjamin Franklin. Il a été très proche des Français, alors que nous, on imagine toujours la vieille alliance franco-américaine. Il faut imaginer quand même que 98 à 1800, il y avait ce qu'on appelle aux États-Unis
la quasi-war, la quasi-guerre, ils s'entendaient plus du tout avec nous parce que les corsaires français venaient arraisonner leurs navires dans l'Atlantique, ça tournait pas bien du tout. Et Jefferson devient pour eux le symbole du jacobinisme français rampant, ce que les opposants des Illuminatis, Baruel, etc., aux États-Unis. Leurs livres paraissent en Angleterre et en France en 97, 3 mois après. On les lit déjà aux États-Unis. C'est incroyable. Et vous avez un pasteur américain d'origine allemande, Snyder, qui écrit au vieux Washington en lui disant « faut réagir, ils sont là ». À George Washington, Voilà, le fondateur, le père des États-Unis. En lui disant « vous qui avez été maçon, etc. Il faut réagir ». Et Washington a la mauvaise idée de lui dire « vous savez, moi les francs-maçons, j'ai été très peu actif, etc. » C'est totalement faux. L'air de dire « ils ne sont jamais arrivés jusqu'à nous, etc. » Et alors, c'est d'autant plus marquant que dans ces élections-là, on a le propre président de Yale, par exemple, qui est un des de l'université d'Yale, Timothy Dwight, qui est un des plus farouches opposants aux Illuminati, qui dit si vous voulez savoir qui va nous voler les élections, eh bien, vous regardez Thomas Jefferson. On est en quelle année? On est entre 1798, ça commence, et les élections ont lieu en 1800. Et il est déjà question de bombardement. Oui, volé. C'est incroyable. Non, mais c'est absolument sidérant. Et Antoine, ce qui est fascinant, d'ailleurs, on va toujours rester aux États-Unis, mais c'est que les Illuminati, c'est aussi quelque chose qui irrigue la pop culture, et notamment la pop culture américaine, depuis des années. Pop culture américaine, on va y venir, mais pas seulement. La pop culture en général, en France même. C'est un mythe qu'on a pu voir dans plusieurs films. Exemple avec celui de Romain Gavras, qui a 4 ans maintenant, Le Monde est à toi, dans lequel le personnage joué par Vincent Cassel passe son temps à regarder des vidéos complotistes sur les Illuminati. On le retrouve aussi, ce mythe, dans des livres comme Ange et Démon de Dan Brown, dans des séries comme X-Files, dans des albums comme celui posthume d'un des plus grands rappeurs, Tupac, Don Killuminati, et puis dans des chansons aussi, exemple avec celle-ci, The Evils de Jay-Z. Jay-Z, dont le signe de ralliement d'ailleurs ressemble à une pyramide inversée. C'est incroyable que ça ait pu prendre, alors pour de bonnes et de mauvaises raisons, dans la création américaine. Oui, d'autant qu'il n'est pas le seul. Jay-Z a parlé des Illuminati, d'autant que lui a été accusé aussi de faire partie des Illuminati, comme d'autres grandes stars, Beyoncé, Céline Dion, Madonna. Rihanna aussi. Rihanna. Comment expliquer que ces Illuminati aient autant imprégné la culture? Mais ça commence très tôt, parce que je parlais des élections de 98-1800, enfin de la préparation américaine. 1800 américaine. Il faut imaginer quand même que le premier roman gothique, qu'on appelle gothique américain en 1800, c'est Julia et le baron illuminé. C'est assez extraordinaire. Donc ça arrive très tôt et ça va jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même eu un film que je ne recommande pas aux téléspectateurs, mais qui vaut quand même c'est Donald Trump versus l'Illuminati. C'est un clone chinois, il est dans l'espace. Il est dans l'espace et il lutte contre les aliens qui sont des Illuminati. Voilà. On a retrouvé l'affiche. Tout qui est rassemblé. Ça donne vraiment très envie de le voir, mais c'est pas si loin de la réalité finalement quand on songe au monstre américain que serait Donald Trump. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un remède à ce fantasme et à cette super théorie du complot, puisque vous êtes tous les 3 universitaires, vous faites un livre qui est très sérieux et exigeant. Est-ce que c'est de nature à pouvoir y mettre fin ? Je pense qu'il faut donner quand même un certain nombre de clés de compréhension du fait qu'effectivement c'est une société qui dure 15 ans et puis le mythe 200 ans et il se porte très bien. Moi, l'idée de départ du livre, c'était de me dire quand j'avais 15 ans, les Illuminati, j'en avais jamais entendu parler. Aujourd'hui, un gamin de 15 ans, exactement. les connaît. Et dès la fin de la primaire, ils savent l'œil d'Horus ou l'œil de la Providence, faire la pyramide, etc. Et les jeunes enseignants que nous formons, quand ils parlent des Lumières, quand ils parlent des francs-maçons, de la sociabilité, on leur sort les francs-maçons, maîtres du monde et les Illuminati. Qu'est-ce que l'historien, lui aussi, pense de ce remède éventuel que serait le travail universitaire contre ces théories ? C'est le meilleur désinfectant, mais en même temps, la question, c'est le dérèglement de l'information. De l'information. C'est-à-dire, là, pour le coup, la dernière fois que j'étais là, c'était Luc Bronner qui était invité spécialiste des théories du complot, grand sociologue. Voilà. Gérald Bronner. Gérald Bronner. Et en effet, c'est à ça qu'il faut faire référence. C'est-à-dire que par rapport à notre enfance,
les sources d'information, les modes d'information, la transmission des informations se fait totalement différemment, les réseaux sociaux bien sûr, et surtout ceux qui sont capables les gatekeepers, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui sont capables de certifier une vérité, ne sont plus écoutés ou ne sont plus diffusés de la même façon. D'un mot ? Oui, en effet, le concept des Illuminati est rentré dans l'imaginaire, dans le fantasme aux États-Unis. Qui va garder la vérité quand Et en effet, on écoute bien Jay-Z, donc effectivement, je pense que la jeunesse, voilà, ils sont attentifs à cela, ils voient la mythologie, et puis normalement c'est un diamant, mais effectivement ça fait écho à... Vive Jay-Z, vous vous souvenez de Jay-Z, Jean-Michel, donc vous avez été un fan par le passé. C'est ma fête aujourd'hui. Hein. Non, mais en l'occurrence, c'est un vrai souvenir et on en parlera après l'émission.